bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. On est ravis avec Laure de vous accueillir aujourd'hui sur cette webconférence dédiée à la recherche clinique dans les cancers colorectaux. On sait que la recherche clinique, c'est une façon en cancérologie, mais aussi dans d'autres pathologies, d'avoir accès à l'innovation, à des stratégies innovantes. Donc, c'est une première. D'habitude, on fait des webconférences recherche clinique toute indication. Là, justement, on a voulu donner la place à cette indication particulière avec le professeur Julien Taïeb. Bonsoir, professeur. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes gastro-entérologue et chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Laure. Bonsoir, Laure. Donc, Laure, toi, tu es patiente experte de Mon Réseau Cancer Colorectal et tu es aidante. Tu vas nous raconter le parcours. Merci d'être parmi nous pour partager tes expériences. Et nous sommes avec Sébastien Mouret. Sébastien, donc vous êtes fondateur de Screenact. Donc, on va vous laisser nous dévoiler ce qu'est cette solution digitale. Et nous serons également rejoints par Delphine, qui est patiente et que nous ferons monter après la présentation du professeur Taïeb. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence et nous prenons avec Laure toutes les questions que vous poserez sur l'onglet questions. Et je le redis, il y aura bien sûr un replay sur nos pages YouTube. Voilà, donc un tout petit mot d'accueil pour les personnes de Mon Réseau Cancer Colorectal qui nous rejoignent ce soir et au-delà. Je pense avec l'équipe, donc avec Cyril, Colette, les personnes qui animent aussi les cafés sur ce réseau, et puis l'expérience de Laure qu'elle va vous partager. On sait que ça bouge beaucoup en fait dans les cancers colorectals et finalement, nous, notre réseau, il est encore assez jeune. Mon Réseau Cancer Colorectal a été lancé en 2020 et on avait commencé à faire un petit peu des informations sur la recherche clinique, mais on s'est dit que ce soir, il y avait l'objectif de faire vraiment une clarification de qu'est-ce que c'est la recherche clinique dans les cancers colorectaux et puis de s'ouvrir à différentes informations très pratiques pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver ces essais, pourquoi c'est si important, la place des aidants et finalement de la technologie et de l'ouverture même européenne. Donc, je vais tout de suite me taire pour vous passer la parole et on espère donc vraiment vous apporter des informations très concrètes. Je vous invite sincèrement à poser toutes vos questions ou éventuellement partage d'expérience également dans les onglets dédiés. Donc, très bonne soirée et on vous passe la parole, professeur Taïeb. Merci. Donc, bonsoir à tous. Alors, pour moi, c'est une première. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, invité par ces dames. Alors là, c'est de toute évidence la dernière diapositive. Donc, on va repartir sur le début du topo. Donc, pour parler de cancer colorectal et recherche clinique, on va commencer par parler du cancer colorectal. Et donc, le cancer colorectal, il faut savoir que c'est un cancer assez important, puisqu'il oscille entre la 2e et 3e place chez l'homme et la femme, que c'est un cancer qui a une mortalité relativement importante et qu'on n'est pas loin des 2 millions de cas annuels dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est un cancer fréquent, il fait partie des Big Five, comme on dit, avec le sein, la prostate, le poumon et d'autres. Vous voyez qu'il a une incidence, enfin là on ne le voit pas très bien sur cette diapo, mais qui varie pas mal et qui c'est plutôt un cancer des pays développés, occidentaux. C'est un cancer par exemple relativement rare en Inde. Et moi, comme je fais pas mal de topos dans le monde, j'ai toujours été surpris de voir qu'on a à peu près 40 000 cas en France par an. On a aussi 40 000 cas en Argentine alors qu'il y a une population 2 fois moins importante. Et on a aussi 40 000 cas en Inde alors qu'il y a une population un tout petit peu plus importante, comme vous le savez, que la France. Donc c'est assez disparate. Alors, dans un cancer, on va traiter les patients avec différents objectifs. Et dans le cancer colorectal, il a une particularité, c'est qu'on peut potentiellement réséquer la maladie même au stade métastatique. On va aujourd'hui parler du cancer colorectal métastatique parce qu'il y a un autre monde qui est le cancer du colorectal non métastatique avec des traitements particuliers pour le rectum, en tout cas différents pour le côlon et le rectum. On ne va pas aborder ce point-là. Mais quand on est en situation métastatique, c'est un cancer qui probablement, de par la grande collaboration médico-chirurgicale digestive qu'il y avait déjà entre les médecins gastro-entérologues et les chirurgiens digestifs autour des maladies inflammatoires chroniques intestinales, il y avait beaucoup de discussions médico-chirurgicales. C'est assez vite venu sur le tapis aussi pour le cancer colorectal et donc il y a eu des tentatives de résection des métastases et on peut
espérer guérir certains patients qui ont des métastases limitées et qu'on va pouvoir opérer. Et donc, il y a cette notion de réponse au traitement qui est toujours un facteur que les médecins et les patients en particulier apprécient beaucoup parce qu'on aime bien quand on a un traitement anticancéreux et qu'on subit ses effets secondaires, avoir une diminution de la taille de la tumeur. Mais dans le cancer colorectal, elle peut être déterminante pour passer d'une stratégie de maintien et de prolongation de la survie à une stratégie curative en espérant un certain pourcentage de guérison. Et puis, comme toujours, il y a un objectif de survie qu'on essaye d'être la plus longue possible et de tolérance, puisque ces traitements ont tous des toxicités, qu'ils soient ciblés ou que ce soit de la chimiothérapie. Et donc, tout ça va rentrer en jeu dans nos décisions. On dit en général, aujourd'hui on parle de continuum of care, donc de continuum de prise en charge pour les patients atteints d'un cancer colorectal. Ce cercle est assez schématique, mais il résume à peu près comment on raisonne, nous, médecins, et quel va être le trajet d'un patient qui va avoir une maladie métastatique. C'est que souvent il va commencer par une première ligne qu'on appelle un traitement d'induction, souvent au moins constitué de 2 drogues de chimiothérapie si le patient est en bon état général et d'une thérapie ciblée adaptée au profil moléculaire dont on parlera après de sa tumeur. Puis on va désescalader un peu le traitement pour en faire un traitement de maintenance plus facile à supporter pour le patient avec moins d'effets secondaires. On peut réinduire le même traitement ou un autre traitement suivant les résultats initiaux et aussi les toxicités que le patient présente lorsque la maladie se met à réévoluer. Puis on passe ensuite à une seconde ligne. Il y a souvent des périodes de chemotherapy holiday, comme disent les anglo-saxons, donc de vacances du traitement avec des breaks qui permettent aux patients d'avoir vraiment un temps sans traitement du tout, même pas un traitement d'entretien. Puis troisième ligne, et puis des thérapies plus exotiques, puisqu'aujourd'hui, les lignes sont, dans la plupart des cas, bien définies jusqu'à la troisième, quatrième ligne, même maintenant, depuis quelques mois, mais qu'au-delà, à un moment, on a des patients en très bon état général qui sont encore accessibles à des traitements et pour lesquels il y a moins de standards. Et donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de place pour la recherche clinique à ce stade-là, même si elle peut bien sûr être discutée bien avant. Il faut aussi savoir que le cancer colorectal, on ne peut plus vraiment parler d'un cancer colorectal, que depuis 2006, où l'équipe de recherche dans laquelle je travaille d'ailleurs avait découvert la mutation d'un gène qui s'appelle RAS comme un facteur de résistance à une classe thérapeutique qui s'appelle les anti-EGFR dans notre jargon un peu complexe. On a plusieurs anomalies moléculaires qui ont été identifiées et qui peuvent emmener le patient vers des stratégies de traitement différentes et des classes thérapeutiques différentes avec certains traitements qui ne marchent que dans un petit pourcentage de patients. Donc, vous voyez un peu comment se découpent les choses là sur le camembert. Et on voit que les parts de fromage ne sont pas tout à fait les mêmes pour toutes les altérations. On a des choses très rares comme les gènes de fusion NTRK ou des choses très fréquentes comme les mutations, par exemple, dans le gène RAS dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est plus une maladie complètement homogène et que certains sous-groupes vont avoir accès à des traitements spécifiques. Et voilà, ça c'est un autre exemple du continuum of care en fonction du profil moléculaire de la tumeur, donc qui réunit les 2 diapositives en fait précédentes, où on présente ça dans les congrès, ça c'est une diapo que j'ai présentée à l'ESMO en 2022, où on montre qu'en fait, en fonction d'une tumeur RAS non mutée, RAS mutée, BRAF muté ou avec un statut microsatellitaire élevé, on va avoir des stratégies et des lignes de traitement qui vont être parfois similaires, parfois différentes et qui peuvent aller de 3-4 lignes à 5-6 lignes pour les cas les plus, avec le plus d'altérations moléculaires ciblables. Dans notre jargon, on dit que ces altérations sont ciblables quand il existe une molécule en face et on fait de plus en plus de profils génétiques poussés des tumeurs qui sont d'ailleurs aussi appliqués à d'autres tumeurs et je pense que dans le futur, on fera des profils génétiques beaucoup plus larges qu'aujourd'hui, car les coûts aujourd'hui un peu rédhibitoires de ces profils très larges vont devenir plus acceptables avec leur diffusion, et ça va probablement faire partie de la prise en charge initiale de tout cancer, incluant bien sûr le cancer colorectal. Alors la recherche clinique et les essais thérapeutiques, maintenant qu'on a un peu posé les notions de base sur le cancer colorectal et son traitement au stade métastatique, le but de la recherche clinique, ça va être de trouver de nouveaux traitements efficaces pour optimiser ou d'optimiser les traitements déjà connus, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit l'essai qui va tester une nouvelle molécule, alors une nouvelle molécule qui peut être de plein de sortes différentes, ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être de la thérapie ciblée, ça peut être de l'immunothérapie, ça peut être des traitements qui vont jouer sur le micro-environnement tumoral et pas directement sur la tumeur ou directement sur la tumeur.
Et puis, ces traitements, ils peuvent parfois ne jamais avoir été essayés dans le cancer colorectal, mais déjà être sur le marché dans d'autres cancers, et donc ou à l'inverse, n'avoir jamais été essayés chez l'homme. Donc, on a vraiment une palette de possibilités de traitement dans ces essais thérapeutiques qui est très variable, mais ça peut aussi ne pas être une nouvelle molécule et juste une utilisation nouvelle des molécules déjà utilisées et considérées comme efficaces. Par exemple, d'un traitement d'un monsieur ou d'une dame qui va être jugé potentiellement opérable. Pour augmenter ses chances d'être opéré, on va faire un traitement préopératoire plus intensif ou juste la situation préopératoire qui n'était pas classique qu'on va introduire pour essayer d'augmenter la qualité des résultats obtenus à long terme dans un groupe défini de patients. Les moyens donc pour arriver en tout cas dans le développement d'une nouvelle molécule, quand on module des molécules déjà sur le marché, c'est essentiellement des phases 3, mais quand on développe une nouvelle molécule, on a d'abord besoin de savoir quelle est la dose maximale tolérée chez les êtres humains. En général, c'est des molécules qui sont testées chez l'animal d'abord, et évidemment, il faut faire une transition à l'être humain. Donc, c'est ce qu'on appelle le first in man, première fois chez l'homme, au sens humanité. Et donc, ces phases 1, elles vont avoir ce qu'on appelle des escalades de dose. On va commencer à une dose souvent 10 fois inférieure à la dose efficace chez l'animal, et puis monter par des petits groupes de patients. Et c'est important parce que les places se libèrent petit à petit dans ces études, et c'est des études qui parfois au total vont inclure dans le monde 18, 20 ou 26 malades. Donc c'est des petits effectifs et il faut parfois attendre plusieurs semaines pour trouver sa place dans une étude comme celle-ci. Et c'est une étude qui n'est pas centrée sur l'efficacité, même si bien sûr elle va aussi regarder l'efficacité de la molécule, elle est surtout basée sur la tolérance. Une fois qu'on a trouvé la dose acceptable chez l'homme et efficace, on va essayer de trouver la situation où ce nouveau traitement fonctionne le mieux. Alors souvent, ça vient de la phase 1. Si par exemple, on a fait 26 malades en phase 1, on va regarder qu'il y a 3 cancers du pancréas, 4 cancers du sein, 5 cancers du poumon, 3 cancers colorectaux. On va regarder où est-ce que ça va le mieux marcher. Évidemment, avec aussi des stratégies de développement industriel derrière qui sont de viser des marchés parfois relativement importants. C'est rare qu'on développe tout de suite dans une situation tumorale très rare, comme certaines tumeurs rares de l'enfant, par exemple, ou neurologiques. Et donc là, on va chercher l'efficacité, donc c'est ce qu'on appelle la phase 2, où donc là, on va sélectionner une population, par exemple le cancer colorectal, en deuxième ligne de traitement après échappement à un premier traitement anticancéreux, avec des critères d'inclusion et d'exclusion, on en reparlera après. Et là, on va faire une cohorte plus grande de malades, souvent entre 35 et 70 malades dans ces situations-là, mais on a vu des phases 2 de plusieurs centaines de malades ces dernières années dans des plans de développement médicamenteux un peu différents des plans classiques. Et on va avoir comme objectif un taux de réponse ou une survie sans évolution de la maladie à tant de mois, qui se compare à des données en général historiques et qui traduit l'efficacité antitumorale de la nouvelle molécule ou de la nouvelle combinaison thérapeutique. Et puis une fois qu'on en est arrivé là, donc on a la bonne dose, on a trouvé des situations où on a déterminé une efficacité. Il est rare qu'une molécule ne soit utilisée que dans une seule indication en phase 2. C'est souvent développé au moins dans 2 ou 3 types tumoraux différents, par exemple sein, poumon, côlon. Et puis on va continuer son développement en fonction des résultats de la phase 2. S'ils sont prometteurs, qu'ils ont atteint leur objectif, on peut passer en phase 3. Et là, on doit se comparer à l'existant, c'est-à-dire qu'on doit avoir un bras contrôle qui va donner le traitement habituel dans la situation et le traitement nouveau qui va être comparé avec des hypothèses statistiques prédéfinies. Cette recherche clinique, elle est promue, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en prend la responsabilité et qui en assume le coût. Ça peut être l'industrie pharmaceutique, le plus souvent, surtout pour les phases 3 qui coûtent particulièrement cher et qui sont de plus en plus faits au niveau international à travers des sociétés de services qu'on appelle les CRO, les Contract Research Organization. Ou bien ça peut être aussi une promotion académique, plutôt pour des questions qui n'intéressent pas l'industrie, soit une indication d'un traitement très prometteur mais dans une tumeur rare avec un tout petit marché à l'arrivée, soit quand on veut modifier des traitements existants dans la façon de les donner, soit quand on veut faire de la désescalade thérapeutique, traiter moins longtemps, traiter moins fort, qui sont en général des questions pas posées par les essais industriels et que seuls les groupes coopérateurs, l'Institut national du cancer ou un CHU motivé peut décider et en prendre la promotion.
Donc, si on revient un peu sur ces phases 1, 2, 3 qui sont essentielles pour comprendre le paysage d'une recherche clinique, on va donc avoir une surveillance des toxicités très importante dans la phase 1, ce qui fait qu'on n'inclut pas trop de malades en même temps parce qu'on ne voudrait pas se retrouver, par exemple, avec une toxicité cumulative cardiaque après 6 mois de traitement qui arrive chez 30 ou 40 personnes en même temps. Donc, on va laisser un temps d'observation à chaque malade avant d'inclure le suivant. Alors, c'est en général d'une trentaine de jours, d'un mois, quoi. Et puis, on cherche cette fameuse DLT, donc la dose limiting toxicity, qui va être ce qu'on juge inacceptable pour un patient et qui va faire réduire d'un palier de dose pour reprendre quelques malades supplémentaires. Donc, on va monter, je sais pas, on va vers 1 mg, 2 mg, 3 mg. Si à 3 mg, on voit des toxicités limitantes, on va redescendre à 2 mg, faire plus de malades, vérifier qu'il n'y a pas de toxicité limitante en plus des 3 premiers malades qu'on avait fait. S'il y en a, on redescend au palier 1, etc. Donc, on peut monter, descendre comme ça jusqu'à trouver la bonne dose. Dans la phase 2, donc, situation clinique précise, évaluer l'efficacité, souvent le taux de réponse objectif selon des critères internationaux qui s'appellent RECIST, qu'on partage à travers le monde pour évaluer la réponse tumorale, ou bien une survie sans progression à un temps donné. Par exemple, je veux plus de 60% de patients vivants à 24 mois dans cette situation, car je sais que c'est à partir de ce moment-là où je jugerai le produit intéressant. Et puis la phase 3, là encore, c'est une situation clinique très précise. On va encore évaluer l'efficacité et c'est le niveau de preuve, comme on dit en médecine, le plus haut. Hein, donc, on appelle ça un niveau de grade 1 ou A suivant les échelles de classification. Et il va y avoir pour cela une randomisation. Une randomisation, ça vient du mot random, c'est-à-dire tirage au sort. Et donc, une attribution aléatoire que ni le médecin ni le malade ne va pouvoir décider. Et donc, ça veut dire que pour les patients, ce qui est important, c'est que tous les patients ne reçoivent pas le nouveau traitement et qu'il faut bien qu'ils le comprennent lors de l'information qui est faite par le médecin, puisque la moitié des patients ou un tiers des patients, suivant la randomisation qu'on choisit équitable ou déséquilibrée volontairement pour donner plus d'opportunités de recevoir le nouveau traitement, cette randomisation fait qu'un certain nombre de patients recevront le traitement habituel et pas le nouveau traitement. Et donc, pour le patient, c'est un pari de participer à une recherche, peut-être d'avoir le nouveau traitement ou peut-être pas. Et il faut, une fois qu'on accepte de participer à une étude, accepter les règles du jeu qui sont celles-ci. Et puis aussi, dans ces phases 3, on peut avoir le plus souvent un traitement nouveau qui s'ajoute au traitement existant. Donc, on a toujours le traitement existant plus ou moins le traitement nouveau. Des fois, dans le bras contrôle, il y a un placebo, des fois, il n'y en a pas, parce qu'en cancérologie, il y a beaucoup d'effets secondaires qui permettent de repérer quel médicament on reçoit. Et donc, ça n'aurait pas de sens de donner un placebo alors qu'on donne, par exemple, dans un bras, un médicament qui fait tomber les cheveux et qui n'est pas dans l'autre bras. Donc, on verrait tout de suite qui a quoi, par exemple. Mais parfois, ça peut quand même être un médicament B qui se compare à l'existant médicament A, par exemple, ce qu'on appelle donc un remplacement. Donc, la recherche clinique et les essais thérapeutiques, donc elle est faite pour développer les médicaments. Donc, c'est pas forcément facile à entendre pour les patients. Elle n'est pas toujours faite pour les patients parce que des fois, les patients, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont encore en parfait état général. Ils ont une maladie qui n'est pas très importante, qui a été contrôlée pendant des années parfois. Et ils sont à la recherche d'un nouveau traitement, sauf que les médecins leur disent qu'ils ont essayé toutes les molécules efficaces dans leur situation. Et évidemment, pour un patient, être sélectionné pour une étude, à ce moment-là, ça devient critique et ça revêt une importance extrêmement élevée. Et donc, du coup, même si elle n'est pas directement faite pour les patients, la recherche clinique va quand même permettre d'accéder à des nouvelles molécules potentiellement efficaces pour le patient, mais selon des règles préétablies qui sont celles du développement du médicament. Et on a souvent des patients qui nous disent en consultation, mais c'est pas parce que j'ai fait un infarctus il y a 2 ans que je peux pas rentrer dans cette étude, etc. Malheureusement, le développeur du médicament, lui, la loi va l'obliger à signaler tous les effets secondaires qui seront observés lors de l'étude, sans préciser si c'est lié ou pas lié à la molécule de la recherche. Et c'est potentiellement quelque chose qu'il va falloir ensuite mettre dans la fiche produit du médicament qui sera mise dans le Vidal ou dans les dictionnaires médicaux médicamenteux. Et donc, pour lui, mettre des patients à risque de complications qui n'ont rien à voir avec le traitement, c'est évidemment potentiellement se tirer une balle dans le pied pour le développement de son médicament. Et c'est aussi potentiellement d'ailleurs une perte de chance pour les patients du futur, parce que si un médicament efficace était jugé dangereux à tort, il arrêterait son développement, alors que potentiellement il pourrait aider des patients à guérir ou à être traités tout du moins lors de leur parcours thérapeutique ultérieur.
Donc, il y a une notion de critères d'inclusion et d'exclusion. On ne va pas prendre les gens très âgés dans certains essais, on ne va pas prendre les gens avec des antécédents cardiovasculaires, on ne va pas prendre des gens qui ont eu un autre cancer antérieur qui pourrait lui aussi faire parler de lui au cours de l'évolution. Et donc, il faut voilà, accepter pour le médecin et le patient. Donc, c'est une longue liste de critères à égrener, enfin, surtout pour le médecin, mais en informant le patient du pourquoi et du comment il est sélectionné ou il ne peut pas être sélectionné. Et puis, tous les essais ne sont pas équivalents, même si beaucoup de critères sont partagés, ils ne sont pas tous équivalents. Donc, on peut être ne pas éligible pour un essai A et être éligible pour un essai B. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, dans ces critères d'inclusion et d'exclusion, il y a le profil moléculaire de la tumeur. Et ça ne dépend pas du patient ni du médecin. C'est en fonction d'une analyse génétique de la tumeur qui va retrouver ou ne pas retrouver telle ou telle mutation. Alors, cette recherche clinique, elle est encadrée, elle est relativement complexe avec un cadre réglementaire qui s'alourdit chaque année, non seulement national, mais aussi européen en ce qui concerne la France, qui vise à protéger quand même tous les patients qui y participent. C'est quand même la base, c'est primum non nocere, ne pas se lancer dans quelque chose de dangereux. Donc, il y a un comité de protection des personnes qui doit approuver et juger l'éthique de la recherche. Il y a l'Agence nationale du médicament et maintenant l'IMIA, qui est l'Agence européenne du médicament, qui se mêle de plus en plus de comment on prescrit les médicaments dans les essais thérapeutiques, quels médicaments, à quelle dose et combiné à quoi, éventuellement même les traitements correcteurs qu'on peut associer aux médicaments pour en améliorer la tolérance. Et aussi, aujourd'hui, quasiment tous les protocoles, en tout cas dans les groupes coopérateurs auxquels moi je participe, on a un comité de patients qui relie le protocole, alors qui relie le consentement et la note d'information, dont on va dire un mot après, et parfois tout le protocole. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec la Ligue contre le cancer, mais il y a d'autres comités de patients qui existent. Donc, comment avoir accès et comment décider quand vous êtes patient ? La participation, déjà à un essai, il faut savoir qu'elle est libre et volontaire, donc il n'y a aucune obligation. Si on vous propose de participer à un essai, vous êtes libre de dire oui. Alors nous, on pense que ça a potentiellement une chance, mais c'est à vous de juger, éventuellement en prenant l'avis de vos proches, de votre médecin traitant, si vous avez un médecin traitant avec qui vous avez une bonne relation, et d'autres avis ailleurs, dans vos connaissances ou dans le monde médical, si vous en ressentez le besoin. Donc c'est libre, volontaire, votre médecin vous soignera que vous participiez ou non à une recherche. Vous n'êtes pas un cobaye humain, c'est une opportunité qui vous est proposée. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, et on s'occupera très bien de vous, quelle que soit votre réponse. C'est basé donc sur le NICE, là, donc la note d'information et le consentement éclairé. Donc, la note d'information, elle est censée vous expliquer le médicament qu'on va tester, les objectifs de la recherche et le pourquoi du comment. Le consentement éclairé, c'est à la fin de cette note d'information, un papier que vous devez signer et que votre médecin doit aussi signer, dont une copie vous sera remise, sur lesquelles vous devez avoir le numéro où vous pouvez contacter votre médecin si vous avez des questions complémentaires. Et théoriquement, il faut un délai de réflexion. Mais c'est vrai que parfois, on accélère un petit peu le process parce que ça démultiplie les consultations pour les patients pour être entrés dans un essai thérapeutique. Donc, on leur laisse un temps de réflexion, mais pas forcément une semaine, etc., même si dans l'idéal, c'est ce qui est souvent demandé. Le patient, il faut savoir que même s'il a dit oui, il peut retirer son consentement quand il le souhaite et sans justification. Il n'y a pas besoin d'expliquer au médecin pourquoi. Si vous dites « je veux plus », vous voulez plus. Évidemment, on demande quand même aux patients de jouer le jeu parce qu'une fois que vous dites oui, le médecin et son équipe de recherche a un travail considérable. Si c'est pour dire non une semaine après, c'est beaucoup de temps gâché pour tout le monde et c'est dommage parce que le temps des soignants n'est pas extensible et donc c'est du temps perdu pour d'autres patients ou pour vous-même. Donc il vaut mieux dire oui quand on a vraiment envie d'y aller et pas trop hésiter. Les points positifs potentiels, donc c'est l'accès à des molécules ou à des stratégies innovantes. Donc des fois, vous allez avoir le médicament qui va devenir la référence du futur dans votre situation. Par exemple, les patients qui avaient une tumeur avec microsatellite instable dans le cancer colorectal et qui ont eu les premiers accès à l'immunothérapie, on veut leur pronostic transformé puisqu'on est passé de survie qui se comptait en mois à des survies qui se comptaient en années, donc au stade métastatique de la maladie. Et donc, c'était vraiment un changement paradigmatique, là, comme ils aiment bien dire. On a aussi une surveillance plus étroite des patients qui peut même aller, dans certaines études, jusqu'à améliorer en soi la durée de vie et la qualité de vie des patients. Parce qu'en fait, quand on est dans une étude, on est plus surveillé et donc on peut détecter plus tôt une complication du cancer ou du traitement. On peut aussi
induire des traitements correcteurs anticoagulants, par exemple, ou autres, plus rapidement, avec une efficacité plus grande et en évitant des effets secondaires parfois graves, voire fatals, pour les patients. Donc, c'est montrer que ces surveillances étroites liées à la recherche clinique sont intéressantes pour les patients et en général font qu'ils sont mieux pris en charge, puisque vus plus souvent avec une équipe plus nombreuse autour d'eux, qui est l'équipe de recherche clinique qui peut faire partir d'un centre d'essai précoce, d'un centre d'investigation clinique ou d'un hôpital de jour de cancérologie commun. Et puis aussi participer à une recherche en point positif, et ça beaucoup de patients le disent, c'est que même si moi je suis dans le bras contrôle, je n'ai pas la nouvelle molécule, je vais aider à faire avancer les connaissances et ça aidera d'autres patients dans le futur. Et ça me réchauffe le cœur, même si je n'ai pas le médicament expérimental. Évidemment, il peut aussi y avoir des points négatifs. On n'est pas garanti d'avoir le nouveau traitement si c'est absolument ce qu'on recherche. Il n'y a aucune garantie d'efficacité puisque par définition, quand on fait partie d'une recherche, c'est qu'on recherche à prouver l'efficacité dans une situation donnée d'une molécule, même si on peut avoir plus ou moins d'idées préalables sur son potentiel de réussite, on n'est jamais sûr du résultat. Et puis, c'est un peu plus contraignant pour les patients parce qu'il y a des visites médicales, il y a des prises de sang plus fréquentes, des électrocardiogrammes, des choses comme ça, et parfois des biopsies aussi invasives avec un prélèvement d'une métastase à différents moments de l'étude. Donc, si vous souhaitez participer à une recherche clinique et être impliqué dans une étude qui teste de nouveaux médicaments, je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler avec le cancérologue qui vous suit. Même si vous êtes suivi dans un petit centre avec un cancérologue assez généraliste qui ne démérite pas, mais qui doit faire face à plein de maladies, qui ne peut pas suivre tout ce qui se passe en recherche dans toutes les maladies qu'il suit, vous pouvez en parler avec lui. Si le centre n'a pas d'études en cours, vous pouvez demander un avis dans un gros centre régional proche de chez vous. C'est pas la peine de traverser l'Europe forcément en long, en large et en travers, mais vous êtes dans le sud-ouest, il y a des gros centres à Toulouse, à Montpellier, etc. par exemple, ou Bordeaux, il suffit de vous rapprocher. D'ailleurs, j'ai fait un topo pour Aquitaine où ils ont un très beau site avec les essais en cours dans les différents hôpitaux de la région. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez éventuellement pensé à une étude, enfin été pressenti pour une étude clinique et que vous pensez y participer, faire vos propres recherches pour savoir un petit peu où poser les questions d'ailleurs aux médecins qui vous informent sur l'étude, pour savoir quelle est la molécule, où elle en est de son développement, est-ce qu'elle est très précoce dans son développement ou est-ce qu'elle est déjà utilisée, déjà sur le marché pour d'autres cancers, quelle est son efficacité dans les autres tumeurs ou dans les autres situations pour la même tumeur que vous, et quelle est sa tolérance, bien sûr, parce que c'est des profils de tolérance, c'est très important pour les patients. Tous les patients ne supportent pas les mêmes toxicités. Il y a des gens pour qui la perte de cheveux n'a aucune importance et d'autres pour qui c'est socialement trop marquant et trop difficile à supporter. Donc, c'est important d'en parler avec vos médecins. Et puis, il y a des réseaux de patients et d'autres acteurs, et ça, on va parler de ça dans la suite de ce webinaire, qui vont vous donner une visibilité sur ce qui existe et ce qui est à votre disposition. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour les questions-réponses et puis pour que les autres puissent parler. Alors, une première question, merci beaucoup professeur. Au tout début de votre topo, vous avez montré qu'effectivement dans les maladies métastatiques cancer colorectal, il y a pas mal de différentes maladies avec différents tests possibles, différentes caractérisations. Et puis là, dans cette deuxième partie, vous avez dit combien c'était important de faire un profil moléculaire assez large de la tumeur, par rapport à une éventuelle entrée dans un essai clinique. Et donc concrètement, quand on est un patient, comment ça s'appelle ces tests et quand est-ce qu'on a, j'allais dire, un test peut-être juste sur telle ou telle mutation et quand est-ce qu'on va avoir un test plus large, comment est-ce que c'est proposé et éventuellement quelles questions poser justement à son équipe de soins puisque c'est un peu le sésame aussi pour l'entrée dans certains essais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là qui est assez crucial? Alors, le test, en général, il va se faire sur une biopsie aujourd'hui plutôt tissulaire, c'est-à-dire qu'on prend un bout de tumeur, soit, par exemple, vous avez un cancer du sigmoïde, qui est la dernière partie du côlon avant le rectum, avec des métastases dans le foie. On peut faire une biopsie du foie pour prendre une lésion métastatique. On peut faire une biopsie de la tumeur primitive si elle est toujours en place, lors d'une endoscopie basse, sans anesthésie générale, rapidement faite, parce que ça va être du bon côté du côlon. Et donc, ça se fait à partir de ça. On peut aujourd'hui aussi faire des analyses moléculaires à partir de ce qu'on appelle des biopsies liquides, où on recherche un ADN muté dans le sang des patients. Et pour le profilage moléculaire de certaines tumeurs,
les performances de cette approche non invasive, puisque c'est juste une prise de sang et c'est moins lourd qu'une endoscopie ou une biopsie du foie, va être performante. Cependant, il n'y a pas de situation où une des deux approches marche dans 100% des cas. Et par exemple, dans le cancer du côlon, on sait que les gens qui ont des métastases hépatiques et la tumeur primitive en place vont avoir une biopsie liquide très concluante, alors que les gens qui ont ce qu'on appelle une carcinose péritonéale ou des métastases pulmonaires isolées ne vont pas avoir de relargage, beaucoup d'ADN tumoral dans le sang, et donc la biopsie liquide va être mise en défaut. Et quand on ne trouve pas une mutation, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'ADN tumoral circulant ou si c'est parce qu'il n'y a pas la mutation qu'on cherche avec de l'ADN circulant. Donc il faut quand même avoir un expert en face qui juge les probabilités de succès de telle ou telle approche. Moi, j'ai la chance d'être dans un centre qui a accès aux deux, donc je fais les deux aux patients, comme ça j'ai les deux résultats et je réfléchis avec les deux résultats. Des fois, ça entraîne un peu de confusion, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir les deux résultats qu'un seul, mais tous les centres ne peuvent pas faire cela aujourd'hui. En revanche, tous les centres, parce que la France, en 2014, a lancé un grand programme avec l'Institut national du cancer et a construit des plateformes de génétique tumorale dans toutes les régions françaises. Donc, tous les patients français peuvent avoir un profilage moléculaire de leur tumeur, quelle que soit leur région. Les techniques ne sont pas toujours les mêmes. La plus étudiée et la plus utilisée aujourd'hui, c'est le Next Generation Sequencing ou NGS, qui va permettre un panel de gènes plus ou moins large, qui va aller de 10 à 500 gènes et qui va permettre de profiler la tumeur. Comme je le disais au début de mon topo, je pense que dans le futur, on va faire des panels de plus en plus larges, car aujourd'hui, ces panels qui coûtaient encore plusieurs milliers d'euros il y a quelques années, coûtent aujourd'hui plusieurs centaines d'euros et devraient arriver à un prix qui sera jugé acceptable par les payeurs. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre slide sur les inconvénients et les avantages, parce que c'est toujours comme ça en médecine, il y a toujours des avantages et la balance bénéfice-risque. Autour de la recherche clinique, il y a encore parfois une crainte, des idées reçues, etc. Alors, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais en cancérologie, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est assez rare l'utilisation, ça c'était ma première, du placebo. Voilà. Et si jamais je suis dans un essai, vous en avez parlé, les essais randomisés, donc je ne sais pas dans quel bras je suis, et la molécule de l'autre bras s'avère plus efficace. Est-ce qu'on le sait? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour moi, patient, qui suis dans le bras du traitement ou de la stratégie, entre guillemets, moins efficace? Alors, je pense que c'est une question qui reflète complètement l'état d'esprit des patients et elle est tout à fait pertinente. Alors, le problème, c'est que les résultats de la recherche vont être connus plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin de la recherche. Donc, savoir qu'une molécule est plus efficace pendant le déroulé d'un protocole, c'est quasiment impossible, sauf si on est dans des situations extrêmement avancées de la maladie et qu'on a, on va dire malheureusement, les résultats en termes de progression tumorale ou de décès des patients plus rapidement. Mais dans les essais adjuvants, on a souvent les résultats, par exemple, 5 ans après la fin du dernier patient inclus. Donc, ça ne permet pas de donner aux patients une information. En revanche, la loi française oblige les médecins, si le patient le demande, à informer les patients des résultats de la recherche à laquelle ils ont participé, quels que soient ces résultats et quel que soit le timing où on obtient ces résultats. Donc, on peut difficilement… Alors après, est-ce qu'on peut avoir la molécule alors qu'on a été tiré au sort dans le bras où il n'y a pas la molécule? Alors ça dépend des études. Il y a des études qui autorisent ce phénomène qu'on appelle le crossover, donc c'est-à-dire le changement de bras thérapeutique, une fois que la maladie a évolué, pour les patients qui ont évolué. Quand on sait, on peut lever l'aveugle s'il y a un aveugle, ou s'il n'y a pas d'aveugle, il n'y a pas besoin de le lever. Aveugle, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que reçoit le patient. S'il n'y a pas d'aveugle, ça veut dire qu'on sait ce que reçoit le patient à l'hôpital de jour. Le patient lui-même le sait d'ailleurs en général. Et c'est le cas vraiment dans la grande majorité, ça c'est important de le dire, en cancérologie. C'est pas forcément le cas en diabétologie ou je sais pas quoi, mais c'est le cas en cancérologie parce que comme je l'ai dit, les profils de toxicité des médicaments permettent très vite d'identifier qui a quoi. Dans la plupart des cas, pas toujours, mais souvent. Et donc, du coup, il y a très peu d'essais en double aveugle, même si ça peut quand même exister. Et donc, le malade sait ce qu'il a, sait dans quel bras il va être tiré au sort dans la plupart des études. Et donc, certaines études vont lui permettre d'avoir accès au traitement dans un deuxième temps. Une fois que la maladie n'aura pas été contrôlée par le traitement standard, on peut lui proposer dans certains essais de recevoir, dans le cadre de l'étude, un crossover, la molécule dans un deuxième temps qui va peut-être marcher ou peut-être ne pas marcher en fonction de la situation individuelle de chaque patient.
Alors, une dernière question. Je vais pas poser celle de Mike tout de suite parce qu'on la posera à la fin de notre session parce qu'on va avoir d'autres réponses tout au long de cette conférence, mais on la garde bien en tête. Mais juste une dernière question, professeur Taïeb, avant de donner la parole à Delphine. Ce soir, on s'intéresse donc particulièrement à la recherche clinique dans le cancer colorectal métastatique. Finalement, rentrer dans un essai, ça va se faire probablement, systématiquement, finalement, quand je vais échapper au traitement que j'ai aujourd'hui. C'est un moment qui est difficile. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je sache, voire que j'ai discuté avec vous pour finalement, à ce moment qui est complexe, avoir les bonnes questions ou me renseigner au bon endroit, parce que je ne suis pas forcément dans un centre qui fait de la recherche clinique aussi. Donc, comment ça se travaille, comment vous informez vos patients par rapport plutôt à cette question du parcours et du moment où je me pose la question ou pas d'accéder à un essai? Alors, comme on l'a dit, les essais sont pas mal drivés par le profil moléculaire de la tumeur, donc je pense que c'est important que les patients s'informent du profil moléculaire de leur tumeur. C'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes avoir un minimum d'informations. Est-ce que je suis MSI ou MSS? Est-ce que je suis RAS muté ou pas muté? Est-ce que je suis BRAF muté ou pas muté? Déjà qu'ils aient une petite notion, et ce qui va leur permettre de demander à l'oncologue, voilà, dans ma situation précise, vous m'avez dit que mon profil de tumeur, c'était celui-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas, maintenant que la première ligne est mise en échec, pour moi, une étude en cours en France ou même ailleurs à laquelle je pourrais accéder et qui pourrait m'être bénéfique potentiellement, avec aucune garantie encore une fois, mais quand même, ce qu'il y a en tout cas comme avantage à rentrer dans un essai thérapeutique, c'est que ça augmente les possibilités. Et donc, ça donne une ligne de traitement supplémentaire. Et dans le côlon, c'est en augmentant les lignes de traitement qu'on a fait bouger la survie qui, quand moi j'ai commencé il y a 25 ans, était malheureusement assez basse. On l'a plus que doublé par des progrès de tel traitement qui rajoute 6 mois de contrôle de la maladie, tel autre 4 mois, tel autre 5 mois. Et à la fin, ça change la donne. Donc, ça donne quand même une arme supplémentaire, une ligne de traitement supplémentaire. Et donc, je pense que le patient, le premier truc qu'il doit essayer de faire, c'est de bien demander le profil moléculaire de sa tumeur, s'assurer qu'il a été fait, parce que malheureusement, il arrive parfois que pour différentes raisons, on ne puisse pas le faire, parce que la biopsie liquide ne répond pas, parce que la tumeur est inaccessible. Un monsieur a été opéré il y a 5 ans, il récidive, il a des ganglions profonds, impossible à biopsier. La biopsie liquide ne crache rien, on n'en trouve pas. Donc, il faut qu'il se renseigne pour savoir si ça a été fait et s'il y a un moyen de le faire. Après, comme je disais, si localement vous sentez que la personne n'a pas le temps, n'est pas très impliquée dans la recherche clinique et tout, n'hésitez pas à prendre un avis régional à un moment charnière comme celui-là. Mais vous avez raison, ce qui est dur, je pense, c'est qu'à ce moment-là, le malade, c'est une annonce difficile parce qu'il est rentré dans un combat contre sa maladie. Il a une déception puisqu'on lui dit que le traitement qui marchait ne marche plus. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile, je pense, de réunir ses esprits à ce moment-là pour en plus être proactif et aller chercher quelque chose ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un bon moment pour le faire pour autant. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on a encore des questions, mais on les garde pour la fin. On a accueilli Delphine. Donc, bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Delphine, on va laisser sa caméra fermée. Vous êtes patiente et super transition du professeur Taïeb parce que vous avez été proactive dans la recherche d'essais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours, ce qui vous a amené à chercher et puis comment vous l'avez fait en pratique, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis soignée depuis 3 ans maintenant pour donc un cancer colorectal qui était d'emblée métastatique. Donc, c'était métastatique au foie dans un premier temps. Donc, j'ai eu effectivement des gros traitements, les chimios FOLFIRINOX. Vu que c'était une tumeur au rectum, j'ai eu de la radiothérapie aussi. Après, j'ai été opérée du foie et ensuite du rectum. Donc, une fois que j'ai eu tous ces gros traitements, malheureusement, en fait, j'ai des nodules au poumon qui sont apparus, qui étaient sur les 2 poumons. Et donc, on m'a dit que j'étais pas candidate pour une chirurgie ou un traitement en fait local, mais que les lésions étaient vraiment toutes petites, que ça devrait pouvoir être assez bien contrôlé. Enfin voilà, en gros on m'a dit ça. Et donc après cette première phase de traitement lourd,
j'ai eu on va dire la deuxième année, une phase de traitement plus léger, où j'ai eu par exemple une pause thérapeutique de 5 mois. Après, j'ai repris un petit peu de traitement type Xeloda. Et pendant tout ce temps, au final, bon, au niveau des nodules pulmonaires, soit c'était stable, soit ça grossissait un petit peu, mais voilà, c'était pas catastrophique. J'ai jamais récidivé sur le foie, donc voilà, ni en local. Donc finalement, moi, j'ai commencé à me renseigner en fait assez tôt, courant de la deuxième année, sur les essais cliniques, parce que je voyais bien que dans mon cas, c'était pas si évident. C'était peut-être pas opportun de faire des traitements lourds pendant longtemps. Les traitements légers, ne permettaient pas non plus une réduction significative de ces lésions pulmonaires. Donc, j'avais l'impression qu'on était un petit peu dans une impasse, ou qu'à un moment donné, ça serait bien de tenter autre chose, quoi. Donc, j'ai sollicité en fait des deuxièmes avis. J'ai eu une biopsie liquide en fait au bout de... Ça faisait 1 an et demi, je crois, que j'étais déjà soignée. Donc, qui a donné des infos un peu supplémentaires, entre autres que j'étais mutée KRAS G12D. Et bon, les autres infos, je les avais déjà, que j'étais MSS. Et voilà, en gros, c'était ce qu'on m'avait dit. Et du coup, une fois que j'ai eu accès à ça, eh bien, en fait, on est arrivé à un moment où mon oncologue, m'a quand même dit, ça serait bien de reprendre un peu de FOLFOX, donc une chimio un peu plus lourde. Donc j'ai accepté, mais en même temps, je suivais de près ce qui se passait au niveau recherche. Il y a des données qui sont sorties à ce moment-là sur la possibilité justement d'accéder par les essais cliniques à l'immunothérapie pour les patients MSS qui avaient, potentiellement quand ils avaient plus de métastase au foie en fait, ou c'était plus efficace. Et du coup, surtout quand on avait des nodules au poumon, ça semblait plutôt prometteur pour ces patients-là. Donc au début, j'avais surtout pensé en fait à l'étude d'Agenus qui était BOT-BAL. Et donc au début, je me suis renseignée par moi-même sur cette étude. J'ai contacté en fait le professeur, un des professeurs qui s'en occupait, Thierry André, à Paris. Et je lui ai présenté un peu mon cas. Et il m'a dit, ah bah oui, effectivement, je pense que vous pourriez rentrer dans l'étude. Voilà, ça pourrait être intéressant pour vous. Donc suite à ça, j'ai rappelé en fait mon oncologue. Je lui ai dit que en plus la chimio, j'avais un peu de mal à la supporter. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il s'est montré très intéressé, coopératif. Donc du coup, on s'est revus. Et finalement, en fait, il m'a dit, moi, j'ai un essai aussi à vous proposer avec de l'immunothérapie, qui est l'essai, en fait, Stellar 002, dans lequel je suis finalement rentrée. Donc voilà, sachant qu'au final, il y a quand même eu des étapes, c'est-à-dire que entre-temps, donc je me posais la question entre ces deux essais-là, il y en a un qui était à Paris, l'autre qui était dans mon centre référent, donc c'était quand même plus pratique. Pour l'étude à Paris, en fait, j'ai pas eu de choix à faire parce qu'elle a fermé 2 jours plus tard, en fait, qu'on m'a dit que je pouvais y avoir accès. Donc c'est dire qu'en fait, vraiment, les études, c'est sur des temps donnés. Ils incluent pas forcément beaucoup de patients et ça peut fermer très vite. Donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner sur ce qui est vraiment ouvert, ne pas hésiter à appeler, envoyer des mails, voilà, parce que pour moi ça s'est passé comme ça. Donc après je me suis donc tournée vers le deuxième essai clinique, et là aussi il y a eu des petits rebondissements parce que finalement le temps que mon centre se mette en conformité pour accueillir des patients, eh bien finalement en fait toutes les places avaient été prises par d'autres centres en France. Et donc je me suis retrouvée sur liste d'attente en fait. Donc liste d'attente, j'ai demandé à mon oncologue qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a rassurée, il m'a dit que pour lui j'avais quand même pas mal de chances de pouvoir être inclus, parce que les patients en fait passent le screening
une fois qu'ils postulent en fait à l'étude clinique. Ce qui veut dire tous les examens, donc ça peut être des prises de sang, des biopsies, des examens cardiaques. Ça dure souvent une semaine ou 10 jours. Donc il m'a dit, bon, on va attendre et potentiellement, voilà, il y aura peut-être une place qui va se libérer. Donc bon, c'était un petit peu stressant, mais je lui ai fait confiance. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pu intégrer l'essai. Entre-temps, dans le petit laps de temps, pour me rassurer, j'avais contacté en fait une association qui aide les patients à trouver des essais cliniques qui se trouvent en Belgique, mais avec des personnes qui parlent aussi français. Donc c'était My Cancer Navigator qui m'avait conseillé et également transmis en fait une liste d'essais auxquels j'aurais pu accéder si jamais finalement ça se faisait pas dans mon cas cet essai clinique-là. Donc au final, il m'avait quand même envoyé 25 essais cliniques possibles. Et je m'étais renseignée aussi un petit peu en amont, qu'est-ce que c'est que ces essais, est-ce que je peux y accéder ou pas. Enfin voilà, c'était histoire d'avoir un plan B pour se rassurer. Et finalement, j'ai pas eu besoin, j'ai pu intégrer Stellar. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis dessus, sachant que c'est un essai clinique, donc une immunothérapie dans mon cas, une fois par mois, donc le nivolumab, et un traitement en fait que je prends tous les soirs, en fait, des petits comprimés, qui est une thérapie ciblée. Et en fait, on va dire c'est l'association des deux qui montrerait une certaine efficacité chez des patients comme moi. Donc dans mon cas, en fait, ça a permis déjà une grosse baisse des marqueurs tumoraux dès le départ. Au scanner, une stabilité depuis 7 mois. Et également, au niveau des nodules, il y a un tiers des nodules qui sont cavités. Donc ça veut dire, en gros, il y a un trou dedans. Et donc ça devrait être... l'activité métabolique devrait être du coup moins importante. Et c'est ça plus ou moins un signe de nécrose du nodule de l'intérieur. Donc voilà, donc moi pour l'instant ça me convient. C'est quand même nettement moins lourd qu'une chimio. Voilà, il n'y a pas du tout les effets secondaires type grosse nausée. Voilà, le fait d'être fatigué pendant une semaine entière, tout ça, il n'y a pas. Après, il y a d'autres effets secondaires potentiels. Moi, ce que j'ai eu, c'est assez classique, c'est une hypothyroïdie. Donc voilà, là, je viens de commencer à prendre un traitement du coup pour la thyroïde à très petite dose pour le moment. Et à côté de ça, quelques douleurs en fait musculo-squelettiques, mais pas tout le temps. Et par contre, ce qui a été un petit peu embêtant dans mon cas, c'est que, alors c'est pas évident de faire la part des choses, mais disons que avec cette histoire de nodules pulmonaires qui cavitaient, ça a, on va dire, créé un contexte un peu plus propice aux infections pulmonaires. Et du coup, j'ai fait une pneumonie cet hiver. Et donc aujourd'hui, je suis encore très surveillée à ce niveau-là, voilà, pour pas rechoper d'infection due à aussi, finalement, la réponse que j'ai eue au traitement, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai fait le tour. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement précieux, extrêmement concret aussi. Et du coup, je pense que ça rend voilà, toute cette démarche, toute cette réflexion incarnée en fait. Donc merci d'avoir partagé ton expérience et toute la réalité de cet essai et que ça continue voilà, à bien fonctionner pour toi. Si vous souhaitez, donc j'ai vu que Cyril avait commencé à mettre une question. Je propose quand même qu'on continue dans nos présentations et Delphine va rester avec nous. On pourra répondre donc à l'ensemble de vos questions sur la fin de la rencontre. Donc parmi les objectifs de cette webconférence, il y a l'idée de savoir comment on se renseigne et on va donner la parole à un innovateur ce soir, Sébastien Mouret, qui va nous parler de ScreenAct et de ce que peut apporter en fait cette approche aussi pour justement aider au repérage des essais cliniques, à la fois pour les patients mais aussi pour les soignants. Tu vas nous expliquer pourquoi. Donc merci Sébastien et la parole est à toi.
Merci, merci tout le monde. Bonjour. Effectivement, donc en fait, nous, l'idée, donc ça y est, parfait. Donc en fait, moi, je vous raconte rapidement un petit peu mon parcours, comment est venue l'idée de Screenac, parce que c'est effectivement une rencontre avec une patiente qui m'a donné cette envie de travailler. En fait, moi, j'ai un parcours dans l'industrie pharmaceutique depuis plus de 20 ans et au cours d'une de mes expériences, j'ai passé un diplôme universitaire d'immuno-oncologie et au cours d'un des stages au CHU de Saint-Étienne, j'ai fait la rencontre d'une patiente qui était en dernière ligne de traitement standard et qui mentait de manière, on le voyait bien par rapport à ses effets secondaires. Pourquoi? Parce que elle avait peur que si on arrête le traitement, il n'y avait rien d'autre derrière. Et moi, quand j'en ai parlé avec le médecin en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, on a commencé de regarder des solutions, parce qu'au CHU de Saint-Étienne, il n'y avait évidemment pas d'essai spécifique pour cette patiente, c'était dans le mélanome. Et on a décidé de regarder ce qui se passait, ce qu'il pouvait avoir ailleurs. Et là, on a été confronté à effectivement une problématique évidente, c'est que c'est un bazar pas possible. Il y a des centaines de registres différents, il y en a qui sont dans des pathologies, dans des lymphomes, il y en a d'autres qui sont par établissement, il y en a d'autres qui sont nationaux, internationaux, européens. Enfin, vous en avez absolument dans tous les sens. Et du coup, c'est extrêmement difficile de s'y repérer. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement de regarder précisément dans ceux qui étaient les plus fréquents, notamment les registres plutôt de l'INCa, les registres internationaux clinical trial et évidemment des registres européens comme EUDRACT. Et en fait, au cours de cette mission, je me suis vraiment intéressé, et vous allez voir, ça va être assez flagrant, c'est qu'il y a un véritable aujourd'hui paradoxe dans la recherche clinique, c'est que d'un côté, vous avez des industriels qui mettent en place des essais cliniques qui ont du mal à recruter des patients, et de l'autre, vous avez des patients atteints de cancer qui ne trouvent pas d'essais cliniques, puisque 95% d'entre eux n'y accèdent pas. Et puis dans un second temps, il y a une inégalité un petit peu territoriale au niveau de la recherche clinique, puisque 9 essais cliniques sur 10 sont dans 10% seulement des hôpitaux, à savoir les gros CHU, les gros centres experts, alors que les patients sont majoritairement traités, pris en charge dans les centres périphériques. Donc il y a un double contexte, il y a un contexte d'inégalité sociale, de l'accès aux innovations, et de l'autre côté, il y a un accès complètement d'identification des patients. Alors qu'ils seront. Donc l'idée, c'était de développer cet annuaire intelligent, connecté aux établissements, parce que les établissements sont finalement les seuls détenteurs du savoir du nombre d'essais cliniques qu'il y a dans leur centre, ouvert ou pas encore ouvert, de façon à avoir vraiment l'information exacte. Puis avec un changement de paradigme aussi, qui consiste à dire, plutôt que d'avoir un essai clinique dans son centre et ensuite d'aller chercher les patients de son centre qui correspondent à cet essai clinique, donc de partir des critères d'éligibilité de l'essai et ensuite trouver les patients qui y correspondent. Nous, on a voulu faire l'inverse, c'est-à-dire on part des caractéristiques du patient et on trouve tous les essais auxquels il est potentiellement éligible. Ça, c'était le principe les fondements de Screenac. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si difficile de trouver des essais cliniques éligibles pour un patient? La réponse, elle est extrêmement simple, c'est que les annuaires ne sont absolument pas structurés. C'est-à-dire qu'on met des informations dans ces annuaires qui sont des textes libres et on le comprend aisément. Lorsqu'on fait une recherche, notamment, donc j'ai fait le cas où j'ai regardé, j'ai demandé, c'est quoi les essais cliniques dans le cancer colorectal aux Hospices Civils de Lyon, 2e CHU de France? Il me trouve que 5 essais. Bon, en réalité, il y en a plus de 60. Si je regarde l'Institut national du cancer, l'INCa, là, il me trouve 2 essais, ce qui est quand même pas logique, quoi. Pire encore, la plateforme Éclair, donc qui est la nouvelle plateforme du gouvernement qui utilise la base des systèmes d'information réglementaires, là aussi, c'est pas du tout indexé correctement. Et donc, on trouve 4 essais cliniques, et là, c'est pour toute la France. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, la difficulté de trouver des informations, dès qu'on commence à être un peu précis, parce que la réalité, c'est que j'aurais tapé juste cancer colorectal, on aurait trouvé des dizaines d'essais, mais à partir du moment où j'ai voulu aller un peu plus précis en disant, mais c'est quoi les essais cliniques qu'il y a à Lyon ou aux Hospices Civils? Et là, ça déglingue complètement le système. Et là, EUDRACT, c'est le registre européen qui va nous servir encore pendant plusieurs années. J'ai même trouvé des aberrations, c'est-à-dire que là, alors c'est pas dans le cancer colorectal, mais j'ai demandé le cancer du poumon aux Hospices Civils de Lyon et il me trouve un essai clinique dans le carcinome de l'estomac. Donc pour vous dire à quel point c'est difficile, évidemment pour les patients, mais également pour les soignants, de trouver les essais cliniques.
Et la raison pour laquelle j'ai essayé de la data visualiser, hein, parce que c'est un petit peu mon domaine, c'est qu'en fait, les noms des centres ne sont pas tout à fait écrits pareil. Et donc, on se retrouve avec des indexations qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc, un CHU de Dijon qui peut s'appeler Centre François Mitterrand, bah forcément, quand vous allez chercher au CHU de Dijon, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que si vous cherchez au centre hospitalier François Mitterrand. Ça, c'est pour vous représenter. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec nos algorithmes, c'est qu'on a standardisé et on a harmonisé tout ça. Et donc, résultat des courses, ça nous a permis de créer une plateforme à destination donc, des patients, une plateforme à destination des professionnels. Et le temps passe extrêmement vite. Et donc, je vais tout de suite, si je prends la main sur le... Est-ce que vous voyez mon écran? Non, il faut que je partage. Alors, partager, que je vous fasse une démonstration de l'outil. Donc, il y a une version effectivement patient qui est édulcorée, voilà, qui permet d'aller... Voilà, vous allez sur screenhack.fr, vous avez deux applications, l'application pro, l'application patient. Donc, je vais très vite sur patient parce que du coup, on a, pour vous montrer, on choisit évidemment sa pathologie, on choisit sa ville, par exemple Toulouse, et vous choisissez voilà, votre âge. On a essayé de simplifier au maximum pour l'état physique actuel. Voilà, vous répondez à quelques petites questions. Sur le stade de la maladie également, sur vos lignes de traitement, etc., etc. Et vous allez avoir voilà, une liste d'essais cliniques. Et là, bah, ça me fait penser à Delphine qui me parlait d'une mutation spécifique CARAS G12D. Voilà, très rapidement, on tombe sur l'essai clinique et les centres auxquels il y a l'essai clinique. L'objectif n'est absolument pas de contacter directement les centres. Ça, c'est vraiment un message que je veux faire. Vous devez en parler avec votre oncologue. Et là, vous avez possibilité, si vous trouvez un essai clinique, vous dites, bah, tiens, est-ce que je pourrais être éligible? Vous avez la possibilité de partager cette information avec votre médecin ou via un QR code directement lorsque vous le voyez. Et ce QR code amènera votre médecin directement sur son compte professionnel qui est accessible sur inscription de manière tout à fait gratuite. Alors, il y a une version optimisée de Screenhack. Et là, en fait, si vous faites la recherche, donc c'est beaucoup plus complet hein, pour les médecins, mais vous regardez, là, vous avez tous les essais cliniques qui sont aujourd'hui ouverts en oncologie en France, et en gastro-entérologie, vous avez la liste complète des essais cliniques que vous pouvez bien évidemment filtrer par sous-type histologique, donc cancer colorectal. Vous pouvez choisir effectivement si vous voulez avoir tous les essais ou effectivement que des essais cliniques interventionnels sur des médicaments. Vous pouvez choisir les sponsors aussi, le stade métastatique, les mutations, donc extrêmement important. Et là, donc, vous avez automatiquement, voilà, vous pouvez aller sur les lignes de maladie, vous avez des statuts MSI+, l'âge adulte, enfin voilà, vous avez absolument la possibilité d'identifier très rapidement voilà, des essais cliniques qui correspondent. Et là, on était du côté de la Bretagne, et effectivement, on retrouve très facilement l'essai clinique Stellar qui correspond. Et là, vous avez absolument tout le descriptif de l'essai clinique, le schéma thérapeutique. Et là, ça, votre médecin, vous voyez, il va vraiment pouvoir aller dans le détail de l'essai pour savoir effectivement si vous correspondez parfaitement et est-ce que c'est le bon essai clinique, le meilleur en tout cas essai clinique pour vous. Parce qu'effectivement, on a parlé de Stellar, qui est une immunothérapie, hein, et puis à l'époque, ça aurait été effectivement extrêmement précise. Mais si on regarde maintenant de plus près, on peut aussi, à partir des mutations, être de manière beaucoup plus précise encore, et donc afficher des essais cliniques qui sont spécifiques des mutations de CARAS. Et là, effectivement, on retrouve des essais cliniques qui seraient spécifiques du CARAS G12C, et donc qui permet pour une patiente, voilà, comme Delphine, de pouvoir être inclus dans un essai clinique. Alors évidemment, il y a toute la logistique à mettre en place, mais d'avoir cette caractéristique évidente pour le retrouver. Alors on est disponible évidemment en France, mais on est également disponible en Belgique. Alors il s'avère qu'on avait l'essai clinique disponible en France, mais là, dans ce cadre-là, on l'aurait également trouvé et ben effectivement en Belgique, au sein des instituts, et vous avez tous les contacts associés pour pouvoir interpeller l'investigateur
et interpeller le service de recherche clinique. Voilà, j'ai essayé de faire court. C'était vraiment une démonstration express pour justement laisser le temps un petit peu au niveau des questions-réponses et d'avoir voilà, simplement la démonstration qu'aujourd'hui, on peut très rapidement, ça a mis plusieurs semaines avec, en passant par My Cancer Navigation, qui ont effectivement fait une prospection un peu manuelle. Et là, aujourd'hui, on a cette possibilité pour les soignants d'identifier rapidement, avec peu d'efforts, hein, j'ai essayé de faire assez court, mais même sur des caractéristiques qui sont quand même relativement complexes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, justement, moi, ça m'a fait penser à quelque chose que Delphine a dit quand elle devait rentrer dans Agenus. Finalement, il était fermé très rapidement. Comment se fait la mise à jour des essais? Alors aujourd'hui, la mise à jour, elle est effectivement basée sur Clinical Trial. Elle n'est pas que basée sur Clinical Trial, c'est-à-dire qu'on a Clinical Trial toutes les semaines, donc c'est mis à jour. Donc dès qu'il y a une modification dans le Clinical Trial, c'est automatiquement répertorié sur notre plateforme. Mais on a développé un accès administrateur auprès des centres hospitaliers pour qu'eux-mêmes aient accès à l'information de leurs propres essais cliniques. Parce qu'autant l'information sur les essais cliniques qui arrivent dans le Clinical Trial sont forcément justes, mais dès lors qu'on a quelques mois de délai, on commence à avoir des délais de mise à jour qui ne sont pas forcément hyper à jour. Et donc, l'idée, c'est d'être hyper dans la réactivité, dans le concret, et d'être présent auprès des centres hospitaliers pour qu'ils aient un accès directement et en quelques clics. Hein, l'idée, c'est vraiment toujours cette question de rapidité. En quelques clics, ils ont la possibilité d'ajouter un essai. Tiens, mon essai clinique n'apparaît pas, je vais le chercher, je le mets dans mon centre, il est automatiquement indexé. Et les statuts, pareil, dès qu'il y a un essai clinique qui ferme, ils peuvent automatiquement mettre la fermeture de l'essai. Et on a vraiment développé cette plateforme comme une plateforme communautaire pour que les établissements aient leur plateforme de recherche clinique mise à jour en temps réel par les établissements, mais avec une grosse partie qui est pour avoir quand même l'exhaustivité. On n'attendait pas d'avoir tous les centres pour mettre en place notre plateforme. On avait besoin d'une base et on a pris la base la plus exhaustive qui était Clinical Trial. Laure? On va passer la parole à Laure Chotel qui est avec nous ce soir et qui a aussi, j'allais dire, une expertise extrêmement pertinente à nous partager. Et on reprendra, si vous voulez bien dépasser un tout petit peu notre timing, pour quelques questions voilà, qu'on a bien envie de vous poser. Mais l'expérience de Laure va être très précieuse aussi. Donc, à toi la parole. Merci. Merci. Donc, alors moi, je vais vous parler un petit peu là des essais cliniques en Europe, mais c'est aussi valable pour ailleurs qu'en Europe, de façon générale à l'international. Pour vous dire d'où je viens, donc moi j'ai été aidante de mon mari pendant à peu près 3 ans et j'ai décidé de me lancer dans la représentation des patients atteints d'un cancer colorectal et de leurs accompagnants, parce que j'ai vu à quel point il était compliqué de vivre cette expérience et que voilà, de l'aide pouvait vraiment être fort utile, que ce soit en France, au niveau davantage européen ou même international. Alors pour revenir sur mon expérience d'aidante, et plus spécifiquement sur un essai clinique donc, auquel mon mari a pu participer pendant son parcours de soins. Donc lui, il a été diagnostiqué en janvier 2021 avec un cancer colorectal métastatique d'emblée et avec une mutation BRAF V600E, donc qui signifie que le cancer est en général un peu plus agressif. Donc il a pu avoir 6 lignes de traitement et en 3e ligne de traitement, après avoir suivi 2 lignes de traitement standard, il a eu l'opportunité d'entrer dans un essai clinique de phase précoce, donc une phase 1, en Belgique. Alors, évidemment, on n'est pas allé en Belgique pour aller faire du tourisme, c'est parce qu'on n'avait pas cette option, il n'y avait pas cette option en France. Et cette option, on l'a découverte parce que on avait intégré une association de patients et d'aidants américaine qui s'appelle Colon Town et dont je vous parlerai un petit peu par la suite, parce que voilà, c'est vraiment une super association qui permet d'accéder à énormément de ressources. Et donc, on a parlé de cet essai clinique avec les oncologues qui suivaient mon mari. Et
Donc en discussion avec eux, on s'est dit que ça pouvait être vraiment une option intéressante qui permettait d'avoir une ligne de traitement supplémentaire, comme l'évoquait le professeur Tayeb tout à l'heure. Et ça a été une expérience positive, au sens où ça n'a pas été hyper compliqué de prendre contact avec l'investigateur principal, notamment parce que certains de nos oncologues le connaissaient, donc voilà, ça a facilité les choses aussi, en l'occurrence d'être d'être suivi aussi en centre expert. Les démarches ont été pendant l'essai, tout s'est bien passé. Les démarches administratives avec la sécurité sociale ont été assez simples aussi. On a eu un gros soutien de notre médecin traitant. Quasiment pas de frais à payer en plus. Le transport avait été pris en charge aussi par la sécurité sociale. Et il y a eu une super communication quand même entre les oncologues, l'oncologue à l'étranger et nos oncologues en France. Donc tout ça pour dire que s'informer, comme l'a dit Delphine aussi, est vraiment extrêmement important. Et ensuite, ça peut aussi permettre de faciliter la communication avec les équipes médicales une fois qu'on en sait un petit peu plus et qu'on peut davantage interagir et pas être uniquement passif dans la prise en charge. Alors pourquoi un essai en Europe? Et bien parce que, comme vous le voyez là sur ce petit schéma, en France, en fait, on a accès grosso modo à 60% des essais cliniques qui sont ouverts en oncologie, alors que vous voyez qu'en Espagne, ils en ont 75%. Donc on n'est pas non plus dans le bas de la liste, mais non seulement on les a pas tous, et en plus, ceux qui sont ouverts dans d'autres pays européens ne sont pas nécessairement ceux qui sont ouverts en France. Donc en essayant de regarder si on en a la possibilité chez nos pays voisins, dans nos pays voisins, ça peut donner des options thérapeutiques supplémentaires, sachant qu'on n'en a pas des tonnes non plus dans le cancer colorectal métastatique. Alors, comment trouver un essai en Europe pour en discuter avec son oncologue? Donc, on a évoqué les bases de données traditionnelles, clinicaltrials.gov et puis la base de données européenne. On a vu les lacunes de ces bases avec Sébastien et on a vu que ScreenAct, en l'occurrence, allait commencer à permettre l'accès à certains pays en Europe, et donc on attend la suite, évidemment, pour avoir cette facilité pour tous les pays européens. Donc ça peut être une première entrée. Une autre entrée qui nous guide un petit peu plus dans cette recherche, c'est des outils de recherche personnalisés. Donc là, je vous ai mis celui d'Ancora AI, où on vous pose des questions. C'est en anglais, mais on peut faire un copier-coller si on a, c'est un peu compliqué, on copie-colle directement dans des outils de traduction gratuits de type DeepL qui sont super efficaces, qui marchent très bien. Et donc là, avec les questions, ça permet de resserrer le champ, en fait, avec différents types de caractéristiques pour arriver à des options qui correspondent davantage au profil du patient. Et puis, Delphine l'a évoqué, il y a des accompagnements personnalisés gratuits. Donc là, je vous en ai mis deux. Et donc le premier, dont on a déjà parlé, donc My Cancer Navigator, qui est localisé à Bruxelles et qui permet d'avoir un accompagnement en français, donc ce qui est un vrai plus. Donc là, on a des personnes en face de nous avec qui on peut échanger. C'est pas seulement un outil. Et c'est en ça aussi que ça peut être facilitant parce que on est toujours un petit peu perdu, on est anxieux. Enfin, ça peut être compliqué de se lancer dans cette démarche. Donc c'est vrai qu'avoir des gens avec qui on peut discuter de nos objectifs, qui vont ensuite nous faire des propositions d'essais cliniques et avec des contacts. Enfin voilà, il peut y avoir un échange qui est intéressant en tant que patient ou aidant dans cette démarche un peu où on peut se sentir un peu seul parfois si on n'est pas toujours accompagné par son équipe médicale. Alors après, comment s'informer sur les essais pour pouvoir en discuter avec son oncologue? Donc, comme l'évoquait aussi le professeur Tayeb tout à l'heure, c'est vrai que là, les associations de patients, je suis un peu partie prenante, c'est facile à dire, mais les associations de patients ont vraiment un énorme rôle à jouer là-dedans, et qu'il s'agisse de Mon Cancer Colorectal au niveau français ou bien de Column-Town à l'international, ça permet non seulement d'avoir accès à des informations fiables sur les essais cliniques, mais aussi de pouvoir échanger avec d'autres patients qui sont en essai clinique, potentiellement dans le même essai clinique dans lequel on souhaite entrer. Enfin, ça permet d'avoir accès à plein de ressources extrêmement utiles et d'échanger avec des gens qui savent très bien ce qu'on vit. Donc c'est un énorme plus.
D'ailleurs, en parlant donc de Column Town vient de proposer un cours en ligne qui est destiné aux patients et aux aidants, spécifiquement sur la thématique des essais cliniques, donc qui s'appelle Searching Safari, et donc c'est destiné aux membres, mais être membre est gratuit. Donc c'est une dizaine d'heures de formation à distance qu'on réalise à son rythme, quand on veut, uniquement sur les essais cliniques. Et je vous invite aussi à regarder donc là le site de Column Town University. Pareil, on copie-colle pour la traduction en anglais si besoin. Et donc là, il n'y a même pas besoin d'être membre de l'association, et c'est une mine d'informations sur le cancer colorectal à tous les stades, toutes les mutations, des webinaires avec de super oncologues, enfin, hyper intéressant. Pour terminer, 2 slides sur les questions qui me semble utile de se poser quand on hésite à se lancer dans la recherche d'un essai clinique en France ou en Europe prioritairement ou à l'international, mais qui peuvent aussi se poser en France s'il s'agit d'un essai clinique un peu loin de chez soi. Bon, évidemment, la question de la pertinence thérapeutique, c'est la première, de savoir si on estime que ça pourra nous permettre d'ajouter une corde à notre arc et d'avoir une ligne de traitement supplémentaire pertinente. Et comme le disait Orion tout à l'heure, on est toujours dans la balance bénéfice-risque. Donc, ok, peut-être que je vais pouvoir gagner quelques mois de survie supplémentaire, voire mieux. Et à côté, qu'est-ce que ça va me coûter, que ce soit en termes logistiques, en termes financiers, en termes de charge émotionnelle aussi. Donc, je vais évoquer rapidement ces différents points. Et essayer aussi de remettre ces options dans une stratégie thérapeutique un peu plus globale, parce que, comme l'évoquait tout à l'heure le professeur Tayeb, quand on rentre dans un essai clinique, pour pouvoir rentrer dans un essai clinique, il faut répondre à des critères d'inclusion et des critères d'exclusion, et ça peut avoir des conséquences sur la suite, au sens où parfois il faut avoir suivi certains traitements pour pouvoir entrer dans un essai clinique, et parfois le fait d'avoir suivi certains traitements vous exclut d'autres essais cliniques. Donc essayez d'avoir un peu plus qu'un coup d'avance, 2 si c'est possible, même si on ne sait pas exactement comment va évoluer la maladie, comment vont évoluer les entrées et les ouvertures et les fermetures d'essais cliniques, etc. C'est vrai que voilà, essayer de voir un petit peu plus loin, ça peut être intéressant d'un point de vue stratégique pour discuter avec son équipe médicale des une ou deux, voire 3 options à venir. Sachant qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être en ligne avancée de traitement pour évidemment entrer dans un essai clinique. Il y a des essais cliniques de première ligne qui peuvent être hyper intéressants, et à ce moment-là, voilà, il faut se poser la question immédiatement avec son équipe. Alors, pour donc les questions un peu concrètes, la faisabilité logistique, évidemment, par rapport à la distance de l'essai par rapport à chez soi, comment on y va, il y a même des gens qui décident de déménager en fonction du type de protocole. Est-ce qu'on y va seul, comment est-ce qu'on s'organise avec son accompagnant. Et puis aussi, donc j'évoquais le protocole parce que dans un essai clinique, la fréquence et la durée des soins n'est pas forcément la même au début qu'au bout de 3 mois, qu'au bout de 6 mois. En général, ça peut être assez intense au début et puis s'espacer un petit peu par la suite. Donc ça, c'est des éléments à prendre en considération. Il y a aussi des éléments évidemment liés à la charge financière. Et ça, donc, il faut absolument voir avec le promoteur de l'essai clinique ce qui est pris en charge dans les soins, dans les examens et ce qui ne l'est pas. Parfois, la période de pré-screening, donc avant même d'être évalué pour l'essai, nécessite des examens qui ne sont pas pris en charge par le promoteur, pas nécessairement, donc ça c'est à creuser. Et puis, indispensable, faire une demande d'accord préalable auprès de la sécurité sociale au moins 15 jours avant l'entrée dans l'essai. Si cette demande est validée par la Sécu, on vous remet un formulaire qui va vous permettre de n'avancer aucun frais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument, encore une fois, indispensable. Se renseigner sur un éventuel reste à charge pour savoir s'il peut être pris en charge ou pas par sa mutuelle, et éventuellement souscrire aussi une assurance complémentaire si besoin. Il est important aussi de faire une demande d'accord préalable pour le transport, qu'il s'agisse du transport du patient ou de l'accompagnant, puisque ça peut rentrer dans le cadre de cette demande d'accord préalable, à partir du moment où l'essai clinique est à plus de 150 km de chez soi, et ce, peu importe le mode de transport. Donc qu'on y aille, nous en l'occurrence, mon mari
aller en Belgique en taxi, donc 4 heures de taxi aller, 4 heures de taxi retour, porte à porte, et que ce soit que je vienne avec lui ou que je vienne pas avec lui. Et donc on n'avait aucune avance à faire, et ça c'était complètement pris en charge par la sécurité sociale. Et puis évidemment la question de l'hébergement pour l'accompagnant qui ne pourra pas résider dans le centre de soins. Donc tout ça, ouais, ça peut entraîner une surcharge administrative et émotionnelle qu'il faut évaluer. Alors souvent on peut avoir aussi un accompagnement psy, ça peut être assez utile dans ce cas-là. Se poser la question, mais ça, peu importe que l'essai soit en France ou ailleurs, des éventuels examens à refaire, des éventuelles biopsies supplémentaires. Donc ça fait partie aussi de la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'on accepte ça ou pas? Là, de façon plus spécifique, à partir du moment où on va à l'étranger, va nécessairement se poser la question de la différence de langue et de culture. Est-ce que, dans quelle mesure c'est un frein pour nous ou pas? Est-ce qu'on peut avoir des aides par rapport à ça? Nous, par exemple, dans le centre en Belgique, on n'était pas en Belgique francophone. Il se trouve qu'il y avait effectivement un accueil spécifique pour les patients internationaux. Est-ce qu'il faut traduire aussi le dossier médical? Comment on le fait? Est-ce qu'on peut être accompagné? Et puis, enfin, et un gros point extrêmement important, comment on se sent avec son oncologue et avec son équipe locale. Delphine l'a évoqué, beaucoup de patients évoquent ça. C'est hyper important, comme vous le savez, comme vous le ressentez tous, je pense, de se sentir bien avec son oncologue. Et si jamais c'est pas le cas, alors que vous avez des options et que vous sentez qu'en face ça répond pas, je pense que beaucoup de personnes vous diront d'aller chercher un deuxième ou un troisième avis et de trouver des gens avec lesquels vous vous sentez bien et vous vous sentez soutenu. Parce que pendant l'essai, c'est aussi important de rester en contact avec son équipe locale, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont pas nécessairement, qui surviennent pas nécessairement quand on est physiquement dans le centre investigateur. Donc on peut retourner aussi dans son centre local pour gérer tel ou tel effet secondaire. Et donc il y a vraiment un suivi, non seulement au centre investigateur, mais aussi dans son centre référent, pendant et évidemment après l'essai. Et je voulais juste terminer par une dernière slide de Dan, avec une petite citation de Dan, qui est un patient américain de Colontown, qui lui qui n'a plus aucune trace de cancer depuis 7 ans et demi, alors qu'il avait été diagnostiqué métastatique au départ avec une mutation BRAF-V600E, et qui a intégré il y a un peu plus de 7 ans un essai clinique de phase 1 en immuno, donc vraiment voilà, au tout début des essais dans ce domaine-là pour cette population, et qui écrivait il y a 2-3 jours: si vous êtes suivi par un médecin qui ne cherche pas tous les moyens possibles pour votre survie, alors commencez à chercher vous-même. Voilà, je crois que c'est un des messages importants, à la fois s'informer et tisser des liens de confiance pour pouvoir communiquer au mieux avec son équipe médicale. Merci beaucoup, Laure. Je crois que là, on a quand même balayé une grosse partie de la recherche clinique, et aussi de l'accès à la recherche clinique. Professeur Tayeb, alors on a vu que les patients dont on a eu des témoignages ce soir étaient vraiment proactifs. Alors, dites-nous, les médecins entre vous, vous échangez quand même entre les essais quand on est pris en charge pour un cancer colorectal. Son médecin normalement devrait savoir où il y a des essais ouverts. Et quelle est la vision du médecin sur justement toute cette proactivité de la part des patients, s'il vous plaît? Moi, je trouve que c'est admirable. Donc déjà, je suis très impressionné par le niveau d'expertise que des gens comme Laure ont pu acquérir en quelques mois dans un domaine qui n'était pas du tout le leur, motivé par l'amour de son conjoint malade. Je pense que au-delà d'être admirable, c'est hyper utile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médecins, même spécialisés, même universitaires, même intéressés par la recherche, ce qui peut pas être le cas de tous les médecins, ne pourront pas consacrer individuellement autant de temps à votre cas que vous-même ou votre entourage de toute façon. Alors, vous pouvez être très bien aiguillé, tomber dans un centre extrêmement dynamique. Laure est allée jusqu'à Barcelone, Louvain, etc. Donc, qui sont des centres de recherche européens extrêmement actifs, ou Gustave Roussy, où on en a aussi en France, qui ont plus d'essais que les autres. Donc, je pense qu'il faut juste accueillir ça pour les médecins.
parce que des fois, ben oui, il y a certains médecins qui se sentent un petit peu dépassés, voire certains même un peu vexés peut-être, ou je ne sais quoi. Donc je pense que ça n'a strictement aucun intérêt parce que ça aide personne. En revanche, être capable de dire ses limites, que là, nous, dans nos connaissances, on a connaissance de telle et telle chose, mais pas de telle et telle autre chose, et qu'on va plutôt faire un partenariat médecin-patient en essayant d'accompagner le mieux qu'on peut, parfois en étant décevant, parfois en ayant une idée sympathique, voilà, mais ça, c'est pas très grave. Je pense que quand on est médecin oncologue, on a assez vite appris à mettre sa susceptibilité de côté et à s'occuper des malades, quoi, parce que sinon, il faut changer de métier, à mon avis. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant et que c'est un partenariat qui doit se développer, mais qu'on aura toujours besoin de gens motivés en face, etc. Et qu'il ne faut pas non plus en vouloir d'avoir... alors Delphine, je sais qu'elle est suivie par un très bon médecin à Rennes, mais si vous êtes au fin fond d'une campagne française avec un oncologue qui est obligé de voir toute l'oncologie, toutes les pathologies, c'est-à-dire avec environ 70 nouveaux traitements qui sont mis sur le marché depuis 10 ans, avec différentes lignes de traitement, différentes combinaisons, il peut pas tout suivre, ne serait-ce que pour le soin. Donc pour la recherche, c'est impossible pour lui d'y arriver. Il faut absolument pas lui en tenir rigueur. Il faut juste, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, savoir demander son conseil pour aller vers un centre expert régional et essayer d'être aiguillé vers des choses plus innovantes et accessibles. Voilà. Après, il y a l'histoire de l'étranger. Donc, l'étranger, c'est vrai que c'était complètement impossible il y a 10 ans. C'était impossible pour les Français à l'étranger, mais par exemple, moi j'ai été interne et l'équivalent de chef de clinique à Gustave Roussy, c'était possible pour les Italiens parce qu'il y avait un accord Italie-France sur Gustave Roussy et Paul Brousse d'ailleurs à côté. Mais c'était pas tellement possible pour les patients français. Ça le devient de plus en plus et on va essayer de fonctionner nous aussi en réseau de plus en plus. Donc évidemment, toutes les personnes que Laure a rencontrées, moi je les connaissais de par mon travail de recherche et d'académique et d'enseignement, mais ce qui a été dit sur les choses pratiques, par exemple, c'est des choses qui sont vécues par les patients. Et nous, par exemple, on n'est pas tellement formés. Alors, on connaît l'entente préalable, hein, quand même. On connaît certains des mots-clés qui ont été dits, mais on connaît pas tout. Voilà. Et puis, c'est pas accessible pour tous les patients non plus, parce que je pense que, comme l'a dit aussi Laure, pour certains patients, financièrement, émotionnellement, etc., ça va être compliqué, linguistiquement, à plein de niveaux. Ça va être compliqué de traverser toute l'Europe pour aller se faire soigner. Et il faut faire aussi le poids, enfin bien peser le pour et le contre quand on fait ce genre de démarche, parce qu'on a aussi des patients très fortunés d'ailleurs souvent, qui vont à peu près dans les 4 coins du monde essayer à peu près tous les traitements et pour qui ça se passe très très mal. Parfois c'est ruineux. Moi j'ai des familles qui sont restées sur la paille après un papa qui allait se faire soigner un peu partout et qui a dépensé absolument tout ce qu'il avait et plus, et ça n'a pas apporté grand chose par rapport à ce qu'il aurait pu avoir ici en fait à la fin de l'histoire. Ce qui veut pas dire que il faut pas être proactif, mais faut, quand on part dans une grande démarche comme ça extrêmement complexe, il faut bien en comprendre les tenants et les aboutissants et en peser autant qu'on peut, hein, autant que faire se peut, les avantages et les inconvénients. Je ne sais pas si j'ai répondu, en fait. Si, c'était très, très pertinent comme réponse. Merci beaucoup. Alors, bon, je ne sais pas si on aura le temps de poser toutes les questions, mais une question pour Sébastien de Cyril autour de finalement sur cette appli. Est-ce qu'on retrouve, j'allais dire les essais cliniques, donc des laboratoires, mais est-ce qu'on retrouve aussi ceux, par exemple, proposés par les sociétés savantes, et éventuellement, est-ce qu'on retrouve aussi les essais non médicamenteux qui sont finalement pas toujours faciles à repérer non plus? C'est pour ça que dans les filtres, j'ai sélectionné les phases 1, 2, 3, parce que sinon, effectivement, on se retrouve pollué avec... pollué. Tout dépend de ce qu'on cherche. Si effectivement, on cherche une solution thérapeutique parce qu'on a un besoin, voilà, typiquement un carrage ciblé. Par contre, si effectivement, on a une bonne prise en charge, l'idée, c'est aussi de pouvoir participer à la recherche clinique. Le simple fait de partager ces données, de partager un bout de sa tumeur pour peut-être voir émerger des nouvelles molécules dans le futur, c'est aussi une ambition. Et je pense effectivement à tous ces essais cliniques académiques qui ont besoin de trouver des patients. Alors évidemment, ces essais, on va pas adresser un patient, enfin à Montluçon, on va pas l'adresser à Lyon pour participer à un essai clinique non médicamenteux. L'idée, c'est justement de favoriser ces échanges de façon à ce que l'essai clinique de Lyon vienne plutôt à Montluçon pour faire bénéficier le patient. Et c'est un peu tout l'objectif de demain. C'est aujourd'hui, on est capable d'adresser des patients dans des centres experts avec des nouvelles molécules. Et l'objectif de demain, c'est comment on fait venir les essais cliniques jusqu'aux patients.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on suit avec beaucoup d'intérêt en tant qu'association ce type d'évolution. On appelle ça les essais décentralisés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien vu que par nature, la recherche clinique et notamment les phases les plus précoces sont forcément dans des centres hyper experts. Mais il y a aussi la réflexion de comment est-ce qu'on rend plus accessible cette recherche clinique avec peut-être une partie décentralisée dans certains traitements ou suivis. Donc, on sera amené à faire d'autres réunions d'information. Moi, je voudrais vraiment vous remercier tous et toutes pour ces interventions, pour ces témoignages, pour ces partages d'expériences extrêmement précieux. On voit combien c'est pertinent d'associer tout le monde autour de la table. Je crois que c'était très éclairant. Donc, dans quelques jours, on pourra vous proposer le replay de cette webconférence sur Dis-moi Santé et donc mon réseau cancer colorectal. Et on vous remercie beaucoup pour cette webconférence. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Alors, vous allez recevoir le questionnaire, le fameux questionnaire. N'oubliez pas de le remplir, ça nous aide énormément et comme ça, après, on fait le feedback à tous nos orateurs et nos oratrices. Et merci encore. Très bonne soirée. Au revoir.